pour apporter des réponses aux différentes questions qui ont été posées par mesdames, messieurs les honorables députés. Monsieur le Président, je voudrais, dans la démarche que je vais adopter pour apporter les réponses aux différentes questions, me proposer dans un premier temps de regrouper par thèmes qui sont revenus de façon récurrente avant d'apporter quelques précisions et de façon détaillée sur quelques préoccupations spécifiques qui ont été soulevées ça et là. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, que la question des élections est revenue assez souvent. Un des honorables députés l'a souligné avec pertinence et non sans raison. C'est le contexte qui le demande et c'est très important que des précisions soient apportées à toutes ces questions qui ont été soulevées. L'une de ces questions concerne l'administration territoriale et les recours qui ont été introduits devant la Cour suprême. Le premier honorable député à en avoir parlé a été l'honorable Cheikh Abdou Mbacké. À sa suite, cette même question a été évoquée par les honorables députés Déthié Fall et Aïssatou Mbodj. Alors, avant de répondre à cette question, quand même, je voudrais rappeler un peu les règles qui gouvernent la matière. Nous avons un code électoral, l'honorable député Abdou Mbow l'a rappelé tantôt, qui a été voté ici même, dans cette enceinte, il n'y a guère longtemps. Et pour rappel, ce code électoral est le fruit d'un long processus d'une trentaine de mois avec des accords qui ont été donc codifiés à l'intérieur d'une loi que vous avez eu le privilège de voter. Il s'en est suivi naturellement un décret d'application et l'ensemble fait aujourd'hui le code électoral. Qu'est-ce que dit le code électoral? Sur les questions de dépôt des candidatures, sur les questions de saisine de la Cour d'appel et sur les questions de recours devant la Cour suprême. La loi électorale donne compétence aux différentes autorités administratives concernées que sont les préfets et les sous-préfets à la tête des commissions de recevoir des déclarations de candidature. Une fois que ces déclarations de candidature sont enregistrées, il y a un délai pour déclarer leur régularité sous la forme de recevabilité. Il y a naturellement la possibilité aux différentes coalitions de partis politiques, aux différents partis ou aux entités regroupant des personnalités indépendantes d'introduire des recours devant les cours d'appel concernées. À la suite des décisions de la Cour d'appel, les partis intéressés peuvent introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Voilà le rappel des règles qui gouvernent la matière du dépôt jusqu'aux décisions finales qui doivent être rendues par la Cour suprême. Et au besoin, parce que c'est pédagogique, je dois souligner que ces textes ont fait l'objet d'échanges, de discussions et d'accords politiques avant d'être entérinés par ici, devant vous, à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il y a dans le code électoral. Maintenant, il faut qu'on sache de quoi on parle. Est-ce qu'on doit accepter une partie des règles du code électoral et en rejeter d'autres lorsque cela ne nous arrange pas? Si c'est le cas, il faut qu'on se comprenne bien, qu'on dise dès lors que des règles nous arrangent, on les accepte. Quand les règles ne nous arrangent pas, on ne les accepte pas. Mais pour rester objectif, quand une déclaration de candidature est enregistrée, le sous-préfet et le préfet ne peuvent pas, parce que simplement ça dépend
de la coloration politique du candidat concerné, la rejeter ou la déclarer recevable. Si également vous faites un recours, les cours d'appel, dans leur formation d'assemblée générale, peuvent statuer en toute indépendance. Mais de la même manière également que c'est prévu aussi bien par le décret de 2015 portant organisation et composition des cours d'appel, le code électoral lui-même et la loi organique portant sur la Cour suprême, qu'il est parfaitement possible d'introduire des pourvois en cassation. Voilà ce qui s'est passé autour de toute cette agitation-là. Et je voudrais rappeler d'ailleurs à ce sujet, vous vous en souvenez tous certainement, qu'avant que les cours d'appel n'aient eu à vider leur saisine sur ces questions, vous avez entendu certaines personnes dire que la justice est instrumentalisée, que la justice va rendre des décisions favorables. Mais une fois que les cours d'appel ont rendu des décisions qui ont été favorables en partie, la justice a été réhabilitée et fort heureusement. Il faut, quand on veut s'appliquer, de mon point de vue, une rigueur, qu'on se l'applique du début à la fin. Mais ne pas avoir des jugements sélectifs en fonction des préoccupations d'ordre politique qui sont poursuivies, même si je respecte les droits des uns et des autres. Alors, revenons sur les questions de ces recours-là. Quand les cours d'appel ont rendu les décisions, il faut, sur ce point, préciser le nombre de déclarations de candidature qui ont été reçues, le nombre de décisions au total ayant affecté les différents recours, le nombre de rejets et le nombre d'annulations. Sur l'étendue du territoire national, quand on a fait le point, les circonscriptions administratives ont enregistré 3112 déclarations de candidature. Sur les 3112 déclarations de candidature, il y eut 78 décisions. 72 décisions. Sur les 72 décisions, il y a eu 38 rejets et 34 annulations. Voilà le point sur les différentes décisions quand elles ont été regroupées. Ce qui fait que le nombre d'annulations est même inférieur au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l'administration sous le canal de l'agent judiciaire et du ministère de l'Intérieur. On a dit ici à plusieurs reprises que l'administration n'a pas le droit de faire des recours. Mais il faut qu'on aille regarder ce que prévoit le code électoral. Il faut qu'on aille regarder ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême. Quand on dit des choses, il faut au moins prendre la peine d'aller regarder. Ce que prévoit la loi électorale, ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c'est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision elle est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Et je dois préciser sur ce point que les pourvois en cassation constituent l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du recours du pourvoi en cassation. Et sur ce point-là, il faut qu'on s'y arrête un peu. On reproche à l'administration de ne pas intégrer aujourd'hui les décisions des cours d'appel. Mais qu'est-ce que prévoit la loi? Ce n'est pas parce que ça ne dépend pas du bon vouloir de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a obtenu gain de cause devant une cour d'appel que tout de suite après, le préfet ou le sous-préfet doit intégrer la liste qui a été initialement rejetée. Ce n'est pas ce que dit la loi. En matière de pourvoi en cassation, le principe, on le sait, et les exceptions, on les connaît. Le principe, c'est que c'est une voie de recours extraordinaire. Donc, il n'est pas suspensif. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Mais il y a des exceptions dans lesquelles, et il figure d'ailleurs la matière électorale, lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécutée. C'est ça qui est prévu par la loi organique sur la Cour suprême. Alors, ce n'est pas parce que la Cour d'appel donc a pris une décision dans ce cadre-là qu'on peut directement l'intégrer parce que la loi l'interdit. Les autorités administratives auraient tout de suite réintégré les listes qui
qui avaient été rejetés, que cela aurait été une violation manifeste de la loi. C'est pourquoi, en l'état actuel, avant que cette dizaine de recours ne puisse être vidée, il n'est pas possible de réintégrer n'importe quelle décision, et quel que soit son caractère favorable ou défavorable. Voilà ce que je voudrais apporter en termes de précision sur cette question qui a été agitée et qui a charrié beaucoup de passions sans pour autant que l'on s'arrêta de façon très précise sur les éléments qui doivent servir de base aux réponses. Alors, revenant sur les questions des inondations, l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké, j'y reviendrai tout à l'heure en wolof, l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké a soutenu qu'au niveau de Touba, rien n'a été fait cette année et que vraisemblablement, dans sa compréhension, j'ai même reçu une injonction de ne pas m'y rendre. Mais je vais lui dire tout à l'heure à l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké, et il a souvent été cité dans cette enceinte, il est un sage, il est une référence pour bon nombre de Sénégalais, mais Serigne Saliou disait en wolof que bu fekkente ni saa yu ñu la tuumalee nga weddi ko bis dinañ la tuumal doo ko mën a weddi moo tax yenn tuuma yi du ma ci weddi. Alors pour revenir sur le cas de Touba, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous saluons le dynamisme et l'engagement d'une association telle que Touba Ca Kanam, qui a eu à faire des actions dans le cadre de la lutte contre les inondations au niveau de Touba. L'État, avant Touba Ca Kanam, avec Touba Ca Kanam et après Touba Ca Kanam, a fait beaucoup de réalisations au niveau de Touba. Et le bassin de Keur Niang a été dimensionné pour recueillir une quantité d'eau précise. Sa capacité de pompage était de 2860 mètres cubes heure, avec des conduites de refoulement qui devaient déverser sur les deux bassins de Darou Rahman et de Pofdi, sur une longueur de 8 km. Avec l'addiction donc du nouveau réseau qui a été mis en place sous l'égide ou sous l'initiative de Touba Ca Kanam, il y a eu des débordements. Le bassin n'était plus capacité pour recevoir toutes les eaux qui ont été drainées, ce qui a entraîné un certain nombre de difficultés dans les quartiers voisinants de Ngelemou, Sekhewga et de Ndamatou, principalement. Alors, quand les techniciens de l'ONAS ont été envoyés sur place et que, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le plan Orsec a été déclenché, une solution a été trouvée. Et elle a consisté, avant le Magal, avec une entreprise de renom, d'augmenter la capacité de pompage d'au moins 2000 m3 heure, avec l'ajout de deux conduites de refoulement de diamètre DN500 et de diamètre DN400. Aujourd'hui, la première conduite qui a été posée avant le Magal est en train d'être doublée. Et 3 jours avant le Magal, le pompage était effectif et il y a eu l'écrêtage du bassin dans un premier temps de Darou Rahman avant qu'on ne relie ce dernier bassin avec celui de Pofdi. D'ailleurs, il y a eu un des maires donc de la localité, et en l'occurrence, il s'agissait du maire Abdou Mbacké Ndaw de Touba, qui a été mis à contribution parce qu'il a permis de traverser donc, sa ferme et ainsi relier les deux bassins. Le pompage a permis de soulager les populations environnantes. Pour autant, le travail n'était pas terminé. On est en contact permanent avec l'entrepreneur et normalement, avant 3 semaines, tous les travaux devront être réceptionnés et livrés, ce qui permettra de soulager de façon significative les populations qui ont été impactées par ces quartiers de Touba. Mais il y a un autre problème qui est survenu tout récemment à Touba, avec la nappe qui affleure du côté
du cimetière, de l'ancien cimetière, du côté des domiciles de Serigne Fallou, Serigne Saliou et même aux abords immédiats de la grande mosquée. Cette question est en train d'être prise en charge par l'envoi d'une mission qui a été effectuée par le gouverneur de Diourbel à travers les services techniques et les suivis de très près. Voilà ce que je voudrais dire sur la question des inondations. Sur la question de la sécurité, c'est une question essentielle. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Et c'est elle qui permet d'assurer quiétude et tranquillité aux populations du Sénégal. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, l'a tellement bien compris qu'il en a fait un des axes majeurs du plan Sénégal émergent. Tout le monde peut s'en rendre compte. Nous assistons aujourd'hui à une montée en puissance des équipements des forces de défense et de sécurité de façon générale, et pour ce qui est de la police, ce même effort notable est noté. Au-delà des équipements, il y a la densification du maillage du territoire national avec l'érection des nouveaux commissariats fondés sur le concept de sécurité de proximité qui est en train d'être promu. Sur ce sujet, je voudrais rassurer que rien que pour le premier semestre de l'année 2021, on a noté un recul du taux de la délinquance de l'ordre de 52,98%, en même temps qu'un taux de 99% a été noté avec satisfaction sur l'élucidation des différents crimes qui ont été enregistrés dans les commissariats et brigades de gendarmerie. C'est dire que des efforts notables ont été faits, mais comme on dit en wolof, bouillon djekhul waxu si du jeex. De sorte qu'il y a des efforts qui ont été faits, qui vont se poursuivre, et dans les mois et semaines, dans les mois et années à venir, c'est le même effort qui sera fait pour rassurer davantage et pour assurer également davantage la sécurité des populations et la préservation de leurs biens, parce que c'est bien là l'une des missions régaliennes